Bonjour, bienvenue sur le plateau d'IDF1 Midi. Nous sommes jeudi, c'est donc IDF1 votre santé aujourd'hui qui va nous intéresser. Nous allons parler de psychologie, de psychothérapie et nous allons parler tout particulièrement aujourd'hui des phobies. Toutes ces petites ou grosses peurs irrationnelles qui parfois nous bousillent la vie. Nous allons aborder ce sujet et vous allez bien sûr pouvoir poser vos questions et partager vos témoignages avec notre invité aujourd'hui. Pour ça, un seul numéro de téléphone, 0892 780 777, 0892 780 777. Vous nous appelez pour poser en direct toutes vos questions et vous pouvez aussi vous exprimer sur idf1.fr, rubrique émission, IDF1 Midi, pour poser vos questions qui me seront communiquées immédiatement. Et je vous présente tout de suite notre invité, Benjamin Lubinski. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors vous êtes psychothérapeute et coach à la fois. C'est-à-dire que, pour résumer, vous ne faites pas des longues séances qui vont durer sur 10 ans, 20 ans. Non. Avec vous, on fait du travail rapide. Ah oui, pour parler très clairement, des thérapies longues, c'est pas du tout ma came. Moi, je travaille dans les thérapies brèves, donc ce sont des thérapies qui ont lieu sur généralement une dizaine de consultations, donc 2 mois et demi de thérapie au maximum. Ce sont des thérapies très actives, où il y a des exercices, où le psy est vraiment partie prenante, où celui qui est le patient également a des exercices à faire. Donc ça change, on va dire, des thérapies comme on peut l'imaginer à l'époque de Freud. Alors Benjamin, dans quelques instants, on va répondre aux questions de nos téléspectateurs. Si vous avez peur des araignées, peur de la foule ou n'importe quelle autre peur irrationnelle, c'est le moment de nous appeler 0892 780 777. Mais tout de suite, Benjamin, on va commencer peut-être par redonner la définition d'une phobie. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, une phobie, c'est une peur irrationnelle. Une peur très très importante qui va se manifester de différentes façons, par exemple le cœur qui s'emballe, ou bien la respiration qui devient très courte, un sentiment parfois de mort imminente, une très très grande peur, donc un stress énorme, et on va pouvoir avoir peur de n'importe quel sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phobies qui existent. On peut avoir peur des espaces confinés, c'est ce qu'on appelle la claustrophobie, des grands espaces, l'agoraphobie, peur du contact avec les autres, la phobie sociale, et puis il y a d'autres phobies aussi, comme l'érotophobie, qui est la peur de rougir. Et puis j'ai avec moi une petite liste de phobies. Petit problème dans... c'est pas grave. Mais on va dire qu'il y a... Peut-être pas par cœur, parce qu'il y a beaucoup de noms latins, mais il y a énormément de phobies différentes. Toutes portent un nom latin, toutes sont très très particulières, mais on va dire qu'il y a autant de peurs que de phobiques. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, on va tout de suite prendre une première question au téléphone. Je crois que nous avons déjà quelqu'un. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Sylviane. Bonjour Sylviane. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. 34 ans. Alors, je vous laisse poser votre question à Benjamin Lubinski. Allez-y. Bonjour Sylviane. Oui. Bonjour. Alors moi j'ai une question, c'est que j'ai une peur, mais alors c'est titanique, c'est des araignées. Je fais 3 fois par semaine des cauchemars d'araignées. Je vois des araignées partout. Enfin depuis que je suis petite, c'est invivable. Alors, donc ça c'est très fréquent ça. C'est très très fréquent. C'est ce qu'on appelle l'arachnophobie. Qui fait partie d'une famille plus large de phobies qu'on appelle l'entomophobie, la peur des insectes, même si l'araignée ne fait pas partie exactement des insectes. Et c'est une peur, on ne sait pas pourquoi, qui fait partie des peurs les plus fréquentes et d'une manière universelle. Alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que les araignées au départ pouvaient être pas des prédateurs, mais des nuisibles? On ne sait pas exactement. En revanche, c'est vraiment quelque chose de très très fréquent. Et puis, il y a une sorte d'injustice, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont arachnophobes et qui habitent à Paris. À Paris, il y a très peu d'araignées, donc souvent, ces personnes n'en souffrent pas. Et puis d'autres personnes qui habitent, par exemple, dans le reste de l'Île-de-France, où là il va y avoir plus d'araignées et où la situation va devenir très très difficile parce que, par exemple, vous avez des gens qui, avant de se coucher, vérifient toute la chambre pour être sûr qu'il n'y a aucune araignée, qui vont avoir par exemple des petits sprays pour tuer les araignées et les insectes, qui vont pas pouvoir dormir dans une chambre s'il y a une photo d'araignée. Remarquez quelle drôle d'idée, pourquoi une photo d'araignée dans une chambre, mais s'il y a une représentation d'araignée, quelle qu'elle soit, vont avoir du mal à dormir, vont se sentir mal, ou même le mot araignée va créer chez eux une très très grande peur. Donc à ce niveau-là, chez vous, Sylviane? Oui. Ah oui. Désolé, vous faites le tour de la chambre le soir avant de vous coucher? Oui.
Ah oui, Ah oui. je regarde tout, dans les rideaux, dans le lit, dans la couette, sur les tapis. Je regarde, non, c'est pas la peine, c'est invivable. Ah oui, c'est un problème. Est-ce là, que vous quand avez même. peur des petites araignées ou est-ce que vous avez peur des grosses araignées? De tout. Tout ce qui est araignée, j'ai peur. Petite, grosse, noire, j'ai à voir une araignée, alors là, c'est même pas la peine. La- Pas de la- souci avec les serpents. Comment? Pas de souci avec les serpents. Non, j'ai Oh, je pas pense- peur du tout des serpents. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que forcément, parmi les spectateurs, il y a d'autres personnes qui sont arachnophobes. Et juste pour pointer du doigt qu'il y a autant d'arachnophobie que de phobiques. Vous avez des personnes qui ont peur des toutes petites araignées parce qu'ils se disent « elle est très très rapide, je la vois pas venir, elle peut être très venimeuse ». Et puis faut d'autres se méfier des personnes... films. Ah oui, toujours. Hein. Et d'autres personnes qui vont avoir peur des grosses araignées, très velues, très très menaçantes. Ça va dépendre de chaque personne. Il y a vraiment autant, j'insiste dessus, autant de définitions que de phobiques. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire contre? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre? Il faut faire une thérapie. Le plus souvent, c'est vraiment le passage obligé. Vous avez deux thérapies qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire avec vraiment peu d'aléas. Vous avez ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Ce sont les plus connues. Généralement, ça se passe sur à peu près 6 mois. Mais ce sont des thérapies très scientifiques, avec des protocoles de thérapie, c'est-à-dire une manière de procéder très très sûre. Donc, à part en cas d'abandon, généralement, il n'y a pas d'échec. Et puis, vous avez un autre type de thérapie qui est encore plus efficace, qu'on appelle la thérapie systémique, et qui là a lieu sur plutôt une dizaine de consultations, donc encore plus rapide. Et puis d'une manière générale, vous avez aussi d'autres choses qui sont vraiment très très bien pour apprendre à domestiquer ces thérapies. Par exemple, les exercices de relaxation, qui sont tout à fait efficaces, la sophrologie, mais on va dire, si vous avez une phobie, de préférence, les TCC ou la thérapie systémique, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr. D'accord, Benjamin. J'ai l'impression que Sylviane nous a quittés. Sylviane, vous êtes encore là? Ah non, non, j'ai bien entendu. Elle a foncé, je crois, déjà réservé sa thérapie. Ou peut-être à cause d'une araignée qui s'était approchée du téléphone, c'est possible. Alors je crois qu'on a un autre interlocuteur. En tout cas, je pense que la réponse était claire sur les araignées. Il faut suivre une thérapie. C'est-à-dire qu'une thérapie, ça consiste, on va essayer de comprendre d'où vient, quelles sont les origines de cette peur. Ou... Alors, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien savoir d'où vient la peur. On peut avoir une phobie d'ailleurs à n'importe quel âge. Hein. Ça peut arriver à l'âge de 5 ans, à l'âge de 20 ans, 30 ans, peu importe. Donc comprendre la cause ne sert pas vraiment à grand chose. En revanche, ce qu'il faut, c'est apprendre à s'habituer à sa peur. Le grand principe des thérapies actuelles sur les phobies, c'est en fait de s'exposer à sa peur très très graduellement, très très doucement, en utilisant la relaxation au maximum. Donc ça se fait vraiment tout doucement, sans peur, jusqu'à ce qu'on s'habitue totalement à la peur et qu'on puisse vivre avec très bien. D'accord. Alors on va reprendre tout de suite une autre question au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Jessica, Bonjour Jessica. Alors Jessica, vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Quelle est votre phobie? En fait, Phobie du téléphone. Une grosse phobie du téléphone. Décidément, on a un problème aujourd'hui avec le standard, Ou peut-être visiblement. une phobie du psy, ou peut-être une phobie du présentateur, désolé Gaël. Hein. C'est peut-être ça. La C'est peut-être ça. gaëlophobie, ça existe Bon, peut-être. heureusement, c'est de la télé. Ça doit pas être mon parfum qui la dérange. Faut espérer. Quand même, là, vous veniez de dire quelque chose, Benjamin, qui m'a un petit peu étonné. C'est la première fois que j'entends un psy qui me dit on s'en fiche de la cause. Oui, ça c'est l'un des grands mythes en thérapie. Souvent, on a l'impression que si on ne connaît pas la cause d'un problème, si on enlève les symptômes, c'est-à-dire la manifestation physique, le stress, eh bien, ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Et tout ce qu'on voit, par exemple, dans le cas des traitements des thérapies, c'est que c'est absolument pas le cas. C'est une personne qui traite une phobie sans même en savoir la cause, eh bien, la phobie ne revient pas et d'autres problèmes ne reviennent pas. C'est pas comme, vous savez, une sorte de bosse, on appuie dessus, ça ressort de l'autre côté. Non, ça marche pas comme ça en thérapie. Dès qu'on va mieux, dès qu'on apprend à aller mieux, on le garde, on le conserve. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que maintenant, généralement, on ne préconise plus la psychanalyse pour traiter les phobies, tout simplement parce que si elle a des effets, c'est au bout de plusieurs années et qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus efficaces. D'accord, Benjamin. On va reprendre une téléspectatrice ou un téléspectateur au téléphone. Allô? oui. Oui, bonjour. Oui, Comment vous bonjour. appelez-vous? Allô? Oui. Vous nous entendez bien? Bonjour, Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Alors quel âge avez-vous Mathilde? J'ai 19 ans. 19 ans. Quelle est votre question? En fait, voilà, j'ai la peur des moissonneuses batteuses. Et je veux savoir comment ça s'appelait, cette peur. J'imagine que vous n'habitez pas dans le centre de Paris? Non. D'accord. Alors, c'est quelque chose déjà de très intéressant. Merci pour votre témoignage parce que, vous le voyez, on peut vraiment avoir une peur de
tout et n'importe quoi. Il y a des peurs qui sont très connues, donc qui généralement sont assez bien acceptées. L'acrophobie, la peur du vertige, c'est quelque chose de très classique. Donc si vous dites j'ai le vertige, ça dérange personne, on vous regarde pas avec de gros yeux. En revanche, si vous dites j'ai peur des moissonneuses-batteuses, évidemment ça semble tout à fait étonnant, alors qu'on peut avoir peur de n'importe quelle chose. On peut avoir peur de rougir, on peut avoir peur des araignées, on peut avoir peur des moissonneuses-batteuses, on peut avoir peur des voitures, on peut avoir peur de conduire, etc. Alors, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a un nom pour la peur des moissonneuses-batteuses? Oui, ça nous intéresse beaucoup. Ah, bah ça c'est une belle mise au défi. Alors, les moissonneuses-batteuses et les avions, surtout ces deux grosses machines-là, c'est ce qui me fait le plus peur en fait. On n'a pas entendu la deuxième machine? Un avion. Les avions. les avions. Vraiment les vraiment grosses machines quoi. C'est le truc je peux pas approcher, ou si j'en vois une, il faut que je cours mais vraiment super vite quoi. Quel est votre sentiment d'ailleurs? Vous avez peur de passer sous la moissonneuse-batteuse? Je sais pas, c'est quand je sais qu'elle est à côté de moi, j'entends rien que le bruit, ça me fait peur quoi. Mais vous avez souvent des moissonneuses-batteuses à côté de vous? Pendant les périodes d'été, c'est le pire quoi. Alors, donc il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de nom. Tout d'abord parce que généralement les noms se composent d'une racine latine, ensuite l'homophobie. Donc comme il n'y a pas de mot en latin que je sache sur moissonneuse-batteuse, sauf si c'était vraiment en avance à l'époque, je pense pas qu'il y ait un nom spécifique pour votre type de peur. En revanche, pareil que pour le cas précédent, c'est important que vous consultiez, c'est important que vous fassiez une TCC ou une thérapie systémique, parce que ça peut être une peur très très handicapante et que ça se soigne vraiment bien. Vous avez dit aussi les avions, ça vous empêche de prendre l'avion? Ah oui, ça c'est un truc. J'ai dû partir en Corrèze et en Grèce l'année dernière et j'ai pas pu à cause de la peur des avions. Ah oui, quand même. Oui, donc vous voyez, ça peut être vraiment très handicapant. Alors, le petit souci qu'on a avec des peurs comme la peur de prendre l'avion, c'est que comme on s'expose assez rarement à ce genre de situation, il faut vraiment bien préparer à l'avance l'exposition, c'est-à-dire le moment où on va prendre l'avion pour être efficace. Parce que à part des gens qui vont pour des voyages d'affaires très souvent en avion, les gens qui ont une phobie de l'avion, déjà naturellement n'y vont qu'une fois par an, et encore s'ils ont peur de l'avion, ils vont avoir tendance à éviter. Alors ce qui est très important de savoir dans une phobie, c'est que plus on évite une peur, et plus cette peur se renforce. Donc si cette dame par exemple, lorsque vient l'été, a tendance à emménager en ville pour fuir les moissonneuses-batteuses, eh bien sa peur va avoir tendance à se renforcer. Plus elle évite de prendre l'avion et plus cette peur se renforce. Donc ça c'est vraiment très très important. D'accord. Donc, a priori, Mathilde, la seule solution, allez consulter. D'accord, ok. Mais en revanche ça se soigne bien, donc ne désespérez pas, c'est très important. Vous allez pouvoir prendre l'avion et partir enfin en Grèce. Il suffit effectivement d'aller consulter. Merci beaucoup Mathilde. D'accord, merci, au revoir. Merci. Yael, peut-être qu'on peut dire un petit mot d'ailleurs sur l'origine des phobies. Je crois Oui. que c'est important. Il y a beaucoup d'hypothèses sur l'origine des phobies. Il y a peut-être une origine génétique, c'est-à-dire qu'on retrouve chez certaines familles plus volontiers certains types de phobies. Il y a peut-être une origine, on va dire, anthropologique, c'est-à-dire ce seraient des peurs anciennes qui seraient encore codées dans nos gènes. Mais le plus crédible, c'est que à un moment donné dans la vie d'un individu, on est fragilisé. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on a tout d'un coup une peur. Mais comme on est fragilisé, cette peur, on va la ressentir avec une intensité excessivement importante. Et là, il se passe deux choses particulières. La première, c'est que la peur fait peur, le stress commence à devenir angoissant, stressant. Et puis aussi, c'est une deuxième chose importante, plus on essaie de lutter contre cette peur, et plus cette peur se renforce. D'où ce sentiment assez étonnant, quand on a une phobie, assez angoissant, un sentiment d'impuissance. Et plus on essaie d'éviter cette peur, malheureusement, plus elle a tendance à s'élargir et à s'intensifier. Eh bien écoutez, Benjamin, on va tout de suite reprendre encore une question au téléphone. Allô? 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 Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Comment vous appelez-vous? Bonjour. Mélanie. Bonjour Mélanie, quel âge avez-vous? Alors, j'ai 23 ans. 23 ans. Alors, Et je vous appelle parce que j'ai une... Enfin, je sais pas si c'est une peur, j'arrive pas à m'endormir le soir, en fait. ah, et J'ai pourquoi? peur de m'endormir la nuit. Vous avez peur de Dès qu'il dormir? fait nuit, j'ai peur. Vous avez peur de l'obscurité en particulier ou peur Non, de... c'est, je sais pas, le fait de m'endormir le soir, quand il fait nuit, j'ai peur. Mais par contre, vous endormir dans la journée, ça vous pose pas de problème? Bah, c'est le contraire, en fait. Je dors la journée, mais je dors pas la nuit. Ah, ah. D'accord. Et si vous laissez une lumière allumée, est-ce que vous arrivez à vous endormir? Non. Non, c'est vraiment... Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, vous avez peut-être ce qu'on appelle une noctophobie, c'est la peur de la nuit, c'est la peur aussi de s'endormir à ce moment-là, et puis peut-être aussi qu'avec le temps, vos horaires de sommeil se sont décalés. Donc, ce serait important que vous consultiez un médecin pour lui parler de ce décalage de sommeil.
et également que vous nous aidiez peut-être à comprendre un petit peu plus votre peur. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien dormir le jour et pas dormir la nuit, même si vous avez la lumière allumée? Je sais pas, je peux pas vous dire. Et quand vous dormez pas, vous profitez de vos nuits? Vous pouvez sortir, aller au restaurant, la nuit ne vous dérange pas? Non, je reste chez moi. Ah oui, dès qu'il fait nuit, vous bougez plus de chez vous? Ouais, voilà. D'accord, donc même remarque pour tous les autres téléspectateurs, c'est important que vous consultiez, mais aussi à mon avis pour les rythmes du sommeil, parce que vos rythmes du sommeil ont peut-être à force été simplement déréglés, et il faudrait peut-être vous permettre, que ce soit par la luminothérapie qui permet de recadrer les rythmes de sommeil, ou peut-être même avec l'usage de certains médicaments, de vous permettre de vous recadrer avec un rythme de vie normal, parce que c'est sûr que quand on dort le jour et qu'on vit la nuit, il n'y a pas grand-chose à faire, et même les gens d'ailleurs qui travaillent le jour sont souvent très très décalés et vivent mal cette situation. Donc vraiment consulter un médecin, et s'il s'agit d'une phobie, s'il n'y a pas un moyen médicamenteux ou très simple pour corriger ce décalage de sommeil, n'hésitez pas à consulter une fois encore. Un truc idiot, vous avez déjà essayé les somnifères? Comment? Vous avez déjà essayé de prendre des somnifères? Ça a changé quelque chose? Justement, on me dope à des anxiolytiques, mais au bout d'un moment, ça devient... Enfin, je veux pas vivre toute ma vie avec des anxiolytiques, quoi. Non, vous avez raison. Non, alors ça c'est l'utilisation des médicaments pour le traitement des phobies qui est une question assez importante. Parfois, en début de thérapie, si la phobie est trop importante, si on a des crises d'angoisse, des attaques paniques, l'utilisation d'anxiolytiques, de calmants peut être tout à fait justifiée. En revanche, comme je vous le disais, on a maintenant des thérapies qui permettent de se passer des médicaments et qui permettent d'être efficaces. En revanche, votre problème a l'air un petit peu plus complexe qu'une simple phobie. Il y a des décalages de sommeil qui se sont créés, il y a des choses qui sont pas tout à fait, qui ne coïncide pas tout à fait avec l'idée qu'on peut se faire d'une phobie. Donc c'est important que vous consultiez un médecin qui a un bon diagnostic, peut-être un médecin spécialisé sur le sommeil, et puis ensuite seulement que vous consultiez un spécialiste des TCC ou des thérapies brèves ou de la thérapie systémique pour apprendre justement à vous détendre, à pouvoir profiter du crépuscule pour pouvoir vous endormir tout simplement. Mais ça se soigne, je veux dire, c'est pas... Ça se soigne tout à fait, comme toutes les phobies. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On doit le répéter à nouveau. Les phobies, ça se soigne. On ne meurt pas d'une phobie, déjà, contrairement à la sensation qu'on peut avoir quand on est exposé à une peur. Et puis la deuxième chose, c'est si vous allez sur Internet. Ça, c'est terrible d'aller sur Internet et de taper simplement il me donne plein de trucs, j'ai l'impression d'être hypocondriaque. Ah oui, vous avez raison. On arrive avec une simple phobie et ensuite on a peur des maladies après. C'est vrai que quand on va sur Internet, j'ai été pour préparer l'émission un petit peu regarder, on a l'impression quand on regarde les forums qu'on s'en sort pas des phobies. C'est déprimant, on a envie de se tirer une balle dans la tête alors que c'est pas justifié. Mais vous savez, c'est une raison qui est toute bête, c'est que les gens qui vont parler sur les forums des phobies, c'est ceux qui sont en plein milieu de leur mal et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ceux qui vont bien ne vont jamais sur les forums, donc on n'a jamais les contre-exemples des gens qui disent bon bah voilà, j'ai fait une thérapie, ça a duré 3 mois, ça a duré 4 mois, mais maintenant je vis bien, je me sens bien et je m'en suis débarrassé. Et donc surtout comme l'impression est tellement envahissante, on a un tel sentiment d'impuissance, les personnes phobiques sont souvent très fatalistes. Et alors quand elles vont sur Internet, elles ont encore d'autres raisons d'être fatalistes, alors que rationnellement, c'est pas vraiment la peine. D'accord. Est-ce qu'on a bien... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors Benjamin, quand même, que je comprenne bien, on a parlé de toutes ces phobies qui semblent être plus des acquis, des choses qui, au détour des accidents de la vie, vont faire qu'on va acquérir une peur. Mais est-ce qu'une phobie peut être génétique ? Alors, il y a des études actuellement qui tendraient à prouver que certaines phobies, notamment certaines phobies sociales, auraient peut-être une composante génétique. Mais on n'a pas d'assurance et pour l'instant, le modèle qui prévaut, c'est-à-dire la manière de considérer les phobies, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la fragilité et l'exposition à une peur qui tout d'un coup devient immense. Et alors, est-ce qu'une phobie est transmissible au sein de la famille, par exemple, quand une mère ou un père a une phobie, est-ce qu'on a une probabilité que l'enfant l'ait aussi ? C'est sûr qu'il peut y avoir un conditionnement, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement, moi je vois auprès de mes patients, des gens qui sont arachnophobes, leurs parents étaient arachnophobes, leurs grands-parents étaient arachnophobes. C'est sûr que quand on donne l'exemple d'une peur, eh bien le petit, l'enfant va adopter cette attitude et peut se conditionner. Alors cette fois-ci, c'est pas un conditionnement brutal comme je le décrivais tout à l'heure, c'est un conditionnement progressif et développer une peur de la même manière que si vos parents manquent de confiance en eux ou sont timides, eh bien on peut être tout à fait timide sur la seconde génération, tout simplement parce qu'on suit un exemple. Alors, on a vu un petit peu tout ça. On va revenir maintenant en attendant les nouveaux appels. Je vous rappelle 0892 780 777 pour nous appeler et poser tout de suite vos questions. On a parlé des différentes thérapies qu'on peut suivre. On reviendra dessus d'ailleurs tout au long de l'émission. Mais est-ce qu'on peut pas tout simplement prendre des médicaments ?
Alors, ça marche dans pas mal de cas, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que si on peut s'en passer, c'est mieux. Si on peut faire une thérapie, c'est mieux. Puis ça permet généralement en plus de traiter en amont le stress et d'autres petits problèmes qui peuvent se lier à la phobie. Ça peut apporter un soulagement, ça peut même parfois les anxiolytiques, parfois certains types d'antidépresseurs, ça dépend du type de phobie, ça dépend du type de profil, donc il y a plusieurs types de médicaments qui peuvent être prescrits. Le plus souvent ce sont des anxiolytiques, parfois également il y a ce qu'on appelle les bêta-bloquants, donc ce sont des médicaments qui vont ralentir le rythme cardiaque. Donc il y a pas mal de médicaments qui sont proposés, mais on va dire privilégier autant que se peut une thérapie, ça dure pas plus longtemps, c'est efficace, et puis parfois malheureusement on prend des médicaments, on s'habitue à ces médicaments, on peut avoir une petite dépendance, et puis surtout au bout d'un moment on se dit si j'ai pas ma boîte de médicaments, eh bien je vais avoir la phobie, et donc on devient un petit peu dépendant psychologiquement des médicaments, et si on les a pas, on n'ose pas sortir par exemple. Alors, j'ai vu sur les forums que quand on parle des phobies, il y a un mot qui revient souvent, et j'ai besoin que vous nous expliquiez un peu mieux ce mot, c'est l'hyperventilation. On parle toujours d'hyperventilation. Voire de spasmophilie, je ne sais pas si c'est proche. Alors, il y a plusieurs mots qu'on retrouve très souvent. On parle de crise d'angoisse, d'attaque panique, de spasmophilie, d'hyperventilation. Bon, pour faire simple, les crises d'angoisse, l'attaque panique, la spasmophilie, ce sont des somatisations, c'est un stress très important qui se manifeste par le cœur qui s'emballe, la respiration qui devient très très rapide, et puis un sentiment de peur, de panique extrême. Donc ça, c'est tout ce qui est crise d'angoisse, et l'hyperventilation, c'est quelque chose de différent. Lorsque vous commencez à avoir peur, votre respiration se met à aller très 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 vite. Vous respirez très 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 vite, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, parce que vous êtes tellement préoccupé par la peur que ça devient secondaire, mais comme votre respiration va très très vite, eh bien il y a moins de CO2, de dioxyde de carbone, de gaz carbonique dans votre sang, et trop d'oxygène. Alors ça va faire plein de choses différentes. Le cœur s'accélère, on va avoir un sentiment de vertige, les pupilles vont se dilater. Tenez, je vais vous prendre comme cobaye, si vous voulez bien, Gaël, vous ne devriez pas trop souffrir, je l'espère en tout cas, et on va montrer ce que c'est que de l'hyperventilation. L'un des exemples classiques de l'hyperventilation, c'est tout simplement quand on organise un anniversaire et qu'on souffle dans des ballons de baudruche. Là, on va gonfler plusieurs ballons et à la fin, on va avoir une sensation bizarre. C'est exactement la même chose que dans une phobie. Alors, je vais vous demander simplement de respirer pleinement, et vous allez le faire très rapidement. Benjamin, ce que je vous propose, c'est qu'il faut que je me mette en condition. Donc on regarde tout de suite une page de publicité et on fait cette expérience juste après. C'est une bonne idée. Très bien. Suspense, l'hyperventilation, c'est dans quelques secondes. Tout de suite, les réclames. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau d'IDF1 midi. IDF1, votre santé aujourd'hui jeudi en compagnie de Benjamin Lubzinski, psy et coach, et nous parlons des phobies, toutes ces petites ou grosses peurs irrationnelles qui peuvent nous bousiller la vie. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0892 780 777 pour poser en direct vos questions à Benjamin Lubzinski. Vous pouvez aussi le faire par internet, www.idf1.fr, rubrique émission, IDF1 midi. J'ai tout de suite d'ailleurs, Benjamin, une question qui nous a été posée sur internet. Vous n'échapperez pas à l'hyperventilation. Ah mais oui, c'est vrai, l'hyperventilation. Non, d'abord on va travailler sur l'hyperventilation. Vous avez déjà échappé à l'hyperventilation. Alors si vous n'étiez pas là tout à l'heure, je vous le rappelle, Benjamin Lubzinski va nous expliquer, nous montrer ce que c'est que l'hyperventilation, et je vais faire le cobaye. Oui, désolé Gaël. Alors l'hyperventilation, c'est vraiment central dans une phobie. C'est ce qui va expliquer une grande partie des symptômes, une grande partie des somatisations. Alors, ce que vous allez faire simplement, Gaël, c'est que vous allez respirer très rapidement, comme ça, comme si vous gonfliez un ballon de baudruche pour un anniversaire, et ensuite, vous allez le faire pendant peut-être 5-10 secondes pour pas être ennuyeux, et vous me décrirez les sensations que vous avez. Allez-y. Allez. Courage, Gaël. Du mal à respirer ou d'abord? Allez-y encore, continuez. Ok, très bien, vous pouvez arrêter.
arrêtez. Qu'est-ce que vous ressentez? L'impression que le sang monte à la tête et une difficulté à respirer de plus en plus accrue. Oui, on se sent un petit peu oppressé. Peut-être que vous sentez aussi le cœur qui bat un petit peu plus vite. Et puis peut-être que vous avez le vertige. Et ça monte ici, là, à la tête. Ça monte. Et d'ailleurs, si on fait un gros plan sur vos yeux, vos pupilles actuellement sont dilatées. Ah, ouais. J'ai l'impression que je fais une suée, moi, en tout cas. Exactement. Transpiration aussi. Donc c'est pas très gentil de ma part de vous avoir fait faire cet exercice. Désolé, Gaël, mais c'est pour l'exemple. Et en revanche, ça montre bien. Très rapide. C'est très très rapide. C'est pour ça qu'une phobie peut d'un coup vous envahir. Et ce que vous avez eu là, ce sont les premiers symptômes qu'on a lorsqu'on a une phobie. Sauf que les personnes qui sont phobiques, associent cette sensation au début d'une crise, vont se stresser encore plus et développer des symptômes encore plus impressionnants. Mais à ce moment-là, il suffit de ralentir la respiration et on évite le gros de la crise. D'ailleurs, si vos téléspectateurs ont le temps, moi je les inviterai à aller sur le site psy-coach.fr. Ils pourront trouver pas mal d'exercices autour des phobies, sur leur traitement. Alors ça ne remplacera pas un psy évidemment, mais c'est un bon moyen de voir qu'on peut regagner un contrôle sur ces phobies. Et puis éventuellement, ils pourront également me poser des questions s'ils le souhaitent. Mais alors, admettons qu'on se mette à respirer comme ça. Est-ce qu'on peut réagir tout de suite? Ah oui, il y a des choses toutes simples. Bon, vous avez des techniques de respiration, la respiration abdominale, comme il y a au yoga. Vous avez ce qu'on appelle la respiration alternée. Donc beaucoup de techniques autour de la respiration. Et puis sinon, donc, pour faire simple, on ralentit la respiration et on essaie d'expirer plus lentement. Mais si on a du mal à le faire, deux techniques, soit utiliser un petit sac en papier dans lequel on va respirer, comme ça on va pas s'hyperventiler, il va y avoir plus de dioxyde de carbone, donc ça va couper la progression du stress, ou bien une autre technique qui vous fera un petit peu penser à la grippa et à la façon d'éternuer, c'est tout simplement de respirer dans son coude, parce que ça fait une petite bulle d'air, et donc ça évite ce fameux phénomène d'hyperventilation. Bon, ça va pas arrêter la phobie, mais en tout cas, ça va permettre au moins de mieux contrôler. Ça permet de mieux le contrôler, et c'est une première façon de voir qu'on a un moyen de se maîtriser à nouveau, et qu'on a un moyen de lutter contre sa peur, et puis parfois ça peut avoir des résultats, peut-être pas miraculeux, mais très impressionnants, parce qu'on voit tout de suite que le stress est coupé. Donc on respire par le nez, comme ça? Non, alors par le nez ou par la bouche, il faut simplement qu'il y ait une petite bulle d'air là, à ce niveau-là, pour qu'il y ait plus de gaz carbonique qui s'accumule, ou bien sinon avoir, si on... Il n'y a rien de ridicule à faire ça. Ah, pas forcément un sac en plastique pour pas qu'on s'étouffe, ça peut être un petit peu dangereux, mais vous voyez les sacs en papier comme il y a chez le primeur, par exemple, c'est la bonne taille, vous respirez tranquillement dedans, vous ralentissez un peu la respiration et généralement ça enlève déjà une bonne partie de la crise. Alors j'ai nous avons deux questions par internet maintenant, une qui nous vient de Malik qui habite à Paris dans le 8e arrondissement. Je sue et je suis parfois obligé de sortir quand je prends le métro, je me mets à transpirer dès qu'il y a du monde, parfois même je n'arrive pas à y entrer, par contre je n'ai pas de problème quand je vais dans un concert. Oui, même remarque que tout à l'heure, les phobies ont leur définition. Donc, si par exemple la première fois qu'il a eu peur, la première fois qu'il a ressenti des sudations, eh bien, il s'est mis à la voir dans le métro, eh bien souvent c'est associé à ce milieu-là. Et puis en plus, faut être honnête, il fait très très chaud dans le métro, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, donc souvent les gens ont peur du regard des autres, et donc ça crée une transpiration. Et puis parfois, alors même que dans un concert, on peut imaginer qu'il peut faire très très chaud, qu'il peut y avoir aussi beaucoup de monde, et bien là, étonnamment, il n'y a pas de somatisation. Aussi, une autre chose qui est tout à fait possible, c'est que lorsqu'on va dans un concert, on saute, on s'exprime, on s'extérieuse, donc tout dépend si vous allez voir Woolsey ou si vous allez voir un groupe de hard rock, ça c'est sûr, mais en tout cas, il y a un moyen d'expression, on est occupé par la scène, et donc ça, c'est deux choses. Sortir ses émotions et être centré sur l'extérieur permet aussi de baisser généralement le stress. Donc ça peut être une deuxième explication, et puis sinon, c'est simplement que sa phobie se définit de cette manière. Mais les sudations, la transpiration, vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez fait de l'hyperventilation, vous commenciez à perler, vous êtes brillant, mais ça c'était brillant à cause de la transpiration aujourd'hui, je suis désolé Gaël. Vous avez le droit de me dire une méchanceté tout à l'heure pour être à égalité. Je note. Oui, mettre une méchanceté tout à l'heure. Alors très bien, c'est gentil. Mais vous commenciez déjà à transpirer, et donc ça, pareil, avec par exemple l'utilisation de l'hyperventilation, ça permet d'être très très efficace. Et puis sinon, parfois aussi, il y a des choses toutes simples qu'on peut faire. Vous avez des personnes qui transpirent énormément, mais qui vont transpirer plutôt sur la région du torse. Et donc si elles s'habillent par exemple avec des vêtements blancs, ou bien même il y a des t-shirts qui absorbent la transpiration, ça permet de le cacher. Ça permet ensuite de ne plus avoir peur. Et comme on n'a plus peur, généralement, le problème disparaît. Ça peut être aussi simple que ça parfois. Très bien, vos réponses sont parfaites, Benjamin. Nous avons maintenant une autre question qui nous vient de Stéphanie de Vaux-en-Velin. Et donc, alors, elle nous demande, c'est vrai que c'est intéressant, ça quel pourcentage de la population est concernée par les phobies et quelles sont les phobies les plus fréquentes?
Alors, on donne le chiffre généralement de 20% de la population. C'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Et encore, c'est plutôt une fourchette basse a priori, parce que si on prend toutes les peurs irrationnelles, ça touche une plus grande quantité de la population. Mais généralement, par exemple, les gens qui ont le vertige ne considèrent pas que c'est une phobie, alors que c'en est une. Donc 20% de la population. Et puis, les phobies les plus fréquentes, on les a un petit peu citées tout à l'heure. Ce sont les phobies, ce qu'on appelle les zoophobies, les peurs des animaux, des chiens, parfois des chats, par exemple, des araignées, ou bien l'agoraphobie, les phobies sociales, l'érotophobie, le rougissement, et parfois aussi les gens qui rougissent ont également des transpirations très importantes. Donc ça, ce sont les phobies les plus fréquentes. D'ailleurs, si vous me permettez, je voudrais faire une toute petite remarque, c'est qu'il y a actuellement une nouvelle opération chirurgicale qui se développe, qui coupe un nerf et qui permet d'éviter d'avoir de la transpiration au niveau du visage, sur toute la partie supérieure du corps, et des rougissements. Alors, simple petit conseil, franchement, il vaut mieux le faire en dernier cas, en dernier recours, parce que, une fois encore, les thérapies permettent de soigner ça, et que comme cette opération a des effets secondaires, vaut mieux si possible éviter. Oui, parce que là, on va juste soigner les conséquences, mais ni la cause, ni véritablement le mal. Non, et puis la personne peut se mettre, généralement, si elle ne transpire plus, si elle ne rougit plus du haut, elle va se mettre à transpirer encore plus du bas. Donc on peut avoir simplement un déplacement du problème, et la personne peut conserver une partie de sa phobie ou une partie du manque de confiance en soi. Alors il y a des exceptions notables, hein. Il y a des gens qui rougissent depuis des années, qui en souffrent, qui ont développé une vraie phobie sociale, et pour qui ça a été miraculeux, mais ça a trop d'effets secondaires, et puis surtout, on peut le remplacer par une thérapie efficace. Donc c'est plus prudent. Benjamin, vous avez beaucoup de succès aujourd'hui. Nous avons encore une question au téléphone que nous prenons tout de suite. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est William. Bonjour Julien. William. William, pardon. Bonjour William. Bonjour William. Quel âge avez-vous William? J'ai 27 ans. 27 ans. Oui. Allez-y. Donc, moi, j'avais une question, en fait, c'est que j'avais une phobie. C'est la phobie des femmes. Oui. Ouais. Et donc, en fait, j'ai peur d'être trompé à chaque fois, je suis pas serein par rapport à ça, et ça me fait peur, en fait, de m'engager dans ces relations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre une femme, je reste pas plus d'un mois avec, quoi, parce que ça va pas. C'est parce que vous commencez à avoir de plus en plus peur, et à un moment vous préférez prendre la fuite plutôt que rester avec elle, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, alors ça c'est une peur qui est pas très très courante, mais qui existe, c'est ce qu'on appelle la gynéphobie, la peur des femmes, et ça a le même mécanisme que pour une phobie classique, mais sur ce genre de phobie, on peut avoir d'autres moyens d'intervention. C'est-à-dire que parfois, ça peut être intéressant d'avoir également une thérapie de couple, c'est-à-dire comprendre pourquoi vous avez peur des femmes et faire en sorte que votre compagne puisse vous aider à vous débarrasser de cette peur. Et puis, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser, peut-être un petit peu plus simple que les TCC, mais pareil, c'est très important que vous soigniez cette phobie, parce que, autant vous le dire, c'est une phobie qui est très très handicapante, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez mieux que moi. Ah bah oui. Et ça fait partie du corps de tout ce qu'on appelle les phobies sociales, la phobie scolaire aussi, la peur d'aller à l'école. C'est tout un groupe de peurs où on a peur de certaines relations sociales. C'est comme le manque de confiance en soi, mais x10. Mais est-ce que là, c'est pas plutôt une peur de l'engagement qu'une peur des femmes? Parce que s'il arrive à rester pendant un mois avec chacune, quand même. Non, mais là, c'est... Vous y arrivez quand même à avoir des relations, etc. Oui, il y a un début de relation, mais... Au départ, elles vous font pas peur quand vous les rencontrez. Comment? Quand vous les rencontrez, elles vous font pas encore peur? Non, c'est quand j'apprends à les connaître, en fait. C'est quoi? Vous avez peur quand vous avez une plus grande intimité avec elle, qu'elle perce votre... En fait, c'est quand elle prend ses aises, et lorsque moi, je dois me dévoiler aussi, c'est pas très... Ouais, vous avez raison, hein, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la peur de l'intimité, la peur de l'engagement. Ça, c'est des choses que vous devriez vraiment voir en thérapie, parce que sauf si vous êtes, pas comme Gaël, mais comme d'autres personnes, un don Juan assumé, là, ça posera aucun problème d'avoir ce type de peur. Hein, mais sinon, non, il faut évidemment que vous consultiez, surtout que ça peut bien se résoudre. Donc il faudrait que j'aille voir un psychologue, c'est ça? Oui, un psychologue. Plutôt, on revient toujours aux même chose. Hein. Je radote un petit peu sur cette émission, je suis désolé. Mais c'est première méchanceté. Merci Gaël. On est presque à égalité maintenant. Alors, non, donc je radote un petit peu l'Alzheimer qui guette tous les psys, qui visent un peu trop leur cerveau. Mais il faut aller voir un psychologue, plutôt un psychologue sur les TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitive et comportementale, parce qu'il va vous permettre de recadrer les idées que vous vous faites, et puis aussi, surtout, s'il y a une femme dont vous êtes vraiment amoureux, je vais pas vous dire de ne pas avoir peur, mais crachez le morceau, dites les choses.
c'est le secret qui est pesant et qui va encore intensifier la peur. Donc essayez, même si c'est difficile, de vider votre sac, essayez d'accepter d'être un peu impuissant, un peu faible dans la situation, d'être un peu vulnérable, parce que c'est ce qu'il y a de merveilleux en amour, c'est de lâcher prise et de dépendre un peu de l'autre, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Puis William, n'oubliez pas que c'est peut-être aussi tout simplement que vous n'avez pas encore rencontré la bonne, celle qui vous donnera envie de rester plus d'un mois. Peut-être aussi. Non, mais vous avez raison. Donc, s'il y a une téléspectatrice qui est intéressée par William, et si elle se sent l'âme de lui apprendre l'amour, ça peut être une très bonne chose. Bon, ça serait bien. Benjamin Lubinski, psy, coach, agence matrimoniale. Oui, et marieur, tout à fait. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. On va quand même peut-être refaire un point, Benjamin, justement, au risque de vous fâcher avec vos collègues, mais Je vous en prie. il y a énormément de types de thérapies qui existent. Là, je crois que tous les téléspectateurs et téléspectatrices se sont convaincus que si on a une phobie, il faut aller consulter, mais consulter qui, comment choisir quel type de thérapie? Vous avez parlé des TCC. Alors, il y a déjà quelque chose qui est important, c'est qu'une thérapie, ça peut coûter cher. Donc, il y a une question de moyens. Si vous avez peu de moyens, mieux vaut consulter un psychiatre ou consulter dans ce qu'on appelle les CMS ou les CMP, les centres médico-sociaux ou médico-psychologiques, où là, les consultations vont être gratuites. Mais, dans l'idéal, essayez d'abord de voir quelqu'un qui travaille dans l'une de ces deux thérapies, soit la thérapie systémique, c'est ce qu'il y a de plus efficace, ce qu'il y a de plus rapide, soit les TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui durent un petit peu plus longtemps, mais qui sont beaucoup plus répandues, ce sera plus facile de consulter. Malheureusement, encore une fois, il y a une grande inégalité entre Paris et la province, et d'une manière générale entre les grandes villes et la province. Donc généralement, si on veut consulter quelqu'un en TCC, il vaut mieux aller dans une grande ville ou bien consulter en thérapie en ligne, ça peut tout à fait se faire. Maintenant, ensuite, ce qui est important évidemment, c'est la renommée du psy. Si vous avez été conseillé par d'autres personnes, lui poser des questions, lui demander tout ce que vous avez envie de savoir, surtout lui demander comment il va travailler avec vous pour vous débarrasser des phobies, parce que c'est très important que vous sachiez où vous allez aller en thérapie de A à Z et que tout soit clair dès le départ. Ça, Benjamin, c'est très important de le répéter à tous nos téléspectateurs. La première séance va vous servir à choisir votre psy, à décider si c'est avec lui que vous avez envie d'avancer. Et parfois, il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs avant de trouver celui avec qui on a véritablement confiance. Oui, vous avez raison. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est que la psy, une thérapie est un investissement. C'est une dépense en temps, une dépense en argent, une dépense de courage. Et le minimum en face, c'est qu'il y a un retour, qu'il y ait une efficacité. Et la manière la plus simple, effectivement, c'est de faire le tour des psys. Si on n'est pas convaincu par le psy avec lequel on est, alors évidemment, il faut le laisser un petit peu travailler, il vous inspire confiance, parce que tout ne peut pas se résoudre en 2 ou 3 consultations, mais surtout être très exigeant et ne pas hésiter à en changer. Très bien. On va quand même revenir parce que on a vu effectivement tous ces psys, on va les voir, mais quelle est la position de la sécurité sociale là-dessus aujourd'hui? Est-ce que les phobies sont considérées comme une véritable maladie? Est-ce qu'on peut se faire rembourser certains soins? Comment ça fonctionne? Alors, c'est comme la plupart des maladies, j'aime pas trop ce mot, mais des problèmes psychologiques qu'on peut avoir, dépression, les mots, merci, phobie sociale ou autre. Effectivement, il peut y avoir des arrêts maladie, c'est remboursé dans le cadre des consultations avec les psychiatres ou dans les centres médico-psychologiques, mais il y a une petite aberration maintenant, c'est que souvent quand une personne développe une phobie, on a tendance à lui permettre de rester chez elle. Et donc il y a un isolement et il y a un évitement de la peur qui a tendance à renforcer le phénomène. Donc si on a une peur, ce qui est important, c'est autant que possible, je sais que c'est difficile, mais autant que possible ne pas éviter la peur et continuer à agir, continuer à sortir. Parce que parfois, des gens commencent par exemple à avoir peur du métro, puis ils évitent de prendre le bus, puis ils évitent d'aller dans des voitures. Et puis, la phobie a tendance à se répandre. Donc, surtout, le conseil le plus important à vous donner dans un premier temps, c'est éviter d'éviter. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Éviter d'éviter. Toutes ces phobies, est-ce que parfois, quand même, c'est pas un peu des prétextes? On a l'impression de nos jours que dès qu'on a une petite peur, une petite angoisse, hop, on décrète qu'on a une phobie parce que comme ça, c'est plus simple, ça permet d'attirer l'attention aussi parfois. Quelle est la limite entre une véritable phobie? À quel moment on peut dire ça, c'est une phobie et ça, non, bon, on sait rien, mon grand, coup de pied au cul, ça va repartir. Donc la coup de pied au cul thérapie, c'est une thérapie qui peut marcher. Sigmund Freud décrivait ce dont vous venez de parler comme étant le bénéfice du malade. C'est que parfois,
avoir un problème permet d'éviter certaines situations, ça permet aux autres de s'occuper de soi. Mais une phobie, c'est comme une grippe. On ne décide pas d'avoir une phobie, ça vous tombe dessus à un moment de la vie, et surtout, plus on essaie de lutter contre cette peur et plus ça se renforce. Donc les gens qui ont une phobie, il faut surtout que leur environnement familial ne les brusque pas trop, ne les traumatise pas. Ils ne font pas exprès, ça peut arriver à tout le monde. Vous allez dans la rue, 1 personne sur 5 a une phobie. Donc vous voyez à quel point c'est répandu et ce n'est pas du chiquet. Alors bien sûr ça peut arriver de temps en temps, comme pour tous les autres mots. On peut se dire déprimé alors qu'on n'est pas vraiment déprimé, on peut dire qu'on a la grippe alors qu'on n'a pas vraiment la grippe. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, mais dans ce cas précis, quand on a une phobie, généralement c'est quelque chose qui est très lourd, très handicapant, et donc c'est important que les gens le comprennent, demandent à la personne comment elle se sent, et en même temps l'aide, l'accompagne, mais la pousse quand même gentiment à continuer à s'exposer, à continuer à éviter d'éviter. Alors c'était justement la question que je voulais vous poser ensuite, c'est quelle est la bonne attitude quand vous vivez avec quelqu'un qui a une phobie? Quand vous partagez le quotidien de quelqu'un qui a une phobie plus ou moins handicapante, quelle est la bonne attitude? Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de l'aider, de lui éviter de souffrir. Et donc la plupart des gens qui vivent avec des personnes qui ont une phobie ont tendance un peu à faire les choses à sa place, à l'aider dans toutes les circonstances. Alors ça peut être vraiment quelque chose, on n'en parle pas assez, mais ça peut, si un de vos spectateurs est dans ce cas qui nous téléphone, pour quelqu'un qui vit avec quelqu'un de phobique, ça peut être très douloureux, très difficile parce qu'on vit finalement par procuration l'isolement de la personne phobique. Donc l'idée c'est être compréhensif, accompagner, mais ne pas tout passer à la personne et lui permettre d'essayer de continuer à s'exposer à ses peurs tranquillement, progressivement, et puis surtout la forcer à consulter, parce que parfois quand on a une phobie on devient très défaitiste, on pense qu'on n'y arrivera pas, et avoir, pour reprendre votre expression, un bon coup de pied au cul de l'entourage, ça peut faire le plus grand bien pour aller consulter. Merci beaucoup Benjamin. On va prendre tout de suite quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Mathilde. Bonjour Mathilde. Décidément, on a beaucoup de Mathilde aujourd'hui. Quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans. Mathilde, posez votre question. En fait, moi, j'ai la phobie du vide, mais ce qui est bizarre, c'est que ça s'est déclenché il y a seulement 1 an. La phobie du quoi, pardon? Du vide. Du vide, d'accord. L'acrophobie. Donc oui. Et ça s'est déclenché comment? Je ne sais pas, justement, j'allais faire de l'acrobranche et en fait j'ai pas pu me déplacer, quoi. Je suis redescendue, impossible, alors qu'avant j'en faisais tout le temps et j'avais pas peur. Oui, alors passer de l'acrobranche à l'acrophobie, c'est malheureusement quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est comme d'habitude la rencontre de 2 facteurs. Vous pouvez avoir été confiante vis-à-vis du vide, à l'aise vis-à-vis du vide. La preuve, si vous faisiez de l'acrobranche, on ne peut pas vous soupçonner de vertige avant. Et puis tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, peut-être simplement parce que vous étiez fatigué, ou parce que vous aviez des soucis dans votre vie à ce moment-là, ou parce que vous aviez une baisse de magnésium dans votre sang, ou bien pour une corrélation de plusieurs facteurs comme ça, tout d'un coup vous êtes fragilisé, et alors que vous alliez bien la veille, tout d'un coup vous vous retrouvez avec une peur. Et donc tout le principe de la thérapie, ça va être de vous réapprendre, mais cette fois-ci progressivement, c'est-à-dire qu'on va pas vous demander tout de suite de refaire de l'acrobranche, progressivement de réapprivoiser votre peur jusqu'à ce que vous puissiez tout faire également de l'acrobranche. Il n'y a aucune raison, avec une thérapie efficace, que vous ne soyez pas capable de vous faire plaisir à nouveau. Ah d'accord. Et aujourd'hui, ce vertige, où vous soyez, vous le ressentez Oui, dès que je suis en hauteur, oui. Même à la fenêtre. Ah oui. Oui, Ouais. même quand vous allez sur un escabeau, par exemple. À l'escabeau, j'ai pas encore essayé, mais Bon, je voudrais pas avoir Augmentez l'escabeau pour voir. Je voudrais pas avoir augmenté votre peur. Donc l'idée, c'est comme d'habitude de s'exposer progressivement à sa peur en étant de plus en plus relaxé. Si possible, de consulter, ça c'est toujours plus efficace, ça permet de gagner du temps. Et comme vous le voyez, merci beaucoup pour votre exemple, parce que ça permet de montrer à tout le monde qu'une phobie, ça s'attrape du jour au lendemain. Et malheureusement, souvent, les gens qui ont une phobie prennent du temps à se rendre compte qu'ils ont une phobie. Ils comprennent pas. D'un coup, dans certaines situations, ils se sentent angoissés. Là, ils pensent qu'ils ont une crise cardiaque, ou qu'ils ont un problème de santé, ou qu'ils deviennent fous, parfois qu'ils vont peut-être mourir. Et vous avez même des gens qui, quand ils déclenchent une phobie, pensent qu'on leur a jeté un sort, qu'ils ont de mauvais œil. C'est tellement bizarre, tout d'un coup, on va bien et du jour au lendemain, certaines situations deviennent interdites et on ressent des sensations excessivement bizarres. Donc, pour toutes ces personnes, si certaines situations créent chez vous un énorme stress, ne vous posez pas trop de questions. Généralement, c'est ce qu'on appelle une phobie et ça peut vous arriver même si vous avez 30 ans, 35 ans, 60, même plus âgé. Et ça peut arriver en regardant un film et en y pensant pendant la nuit.
nuit sans le savoir et en voyant une scène qui vous horrifie, quelque chose comme ça peut juste être un déclencheur? Alors, faut pas non plus créer une psychose et pousser les gens à éviter de regarder des films d'horreur à la télévision. Mais ça peut arriver dans beaucoup de circonstances. Vous voyez, parfois même un cauchemar peut déclencher une phobie. Je dis, c'est vraiment la faute à pas de chance pour prendre une expression courante. Ça peut arriver à tout le monde, mais surtout ce qui est rassurant, c'est que ça a beau être un symptôme, ça a beau être un mal très très impressionnant, c'est aussi impressionnant que ça se soigne bien. Eh bien, très bien, Benjamin Lubinski. Merci. Vous l'avez compris, les phobies, on peut les soigner. Ce n'est pas quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Il faut s'en débarrasser. 20% de la population qui est pénalisée par des phobies, c'est intolérable. Donc, n'hésitez pas, allez consulter. Il y a aujourd'hui des consultations courtes qui permettent de régler, ou en tout cas d'apprendre à vivre avec ces problèmes pour qu'ils ne pénalisent plus votre vie. Benjamin Lubinski, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous retrouve moi demain matin, demain à midi pour IDF1 midi. Et puis comme ce sera vendredi, le début du week-end, eh bien vendredi, nous jouerons ensemble demain dès midi. Excellente journée à toutes et à tous sur IDF1. Au revoir. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.